Je m'appelle Stéphane Toureau, je suis apnéiste professionnel. Né au bord de l'eau, mais entre lac et montagne, j'ai découvert la mer qui a été vraiment un refuge et un lieu de reconnexion à moi-même. Et ça m'a permis de travailler sur moi, de découvrir aussi le lâcher-prise, la confiance en soi. L'apnée a pour moi été un outil également de reconnexion à l'environnement, à la nature, mais surtout à soi. Mon expérience avec l'eau, elle s'est vraiment construite en vacances au bord de la mer avec mes parents. Et pour moi, ça a été une vraie révélation parce qu'en fait, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. J'avais très peu confiance en moi et paradoxalement, l'eau, elle m'a permis de découvrir un environnement de fou où je ressentais l'apesanteur, la libération un peu de toutes les tensions. Et j'avais vraiment la sensation de ressentir mon corps, d'être pleinement aligné avec moi-même. J'ai découvert la compétition en 2007 et j'ai été vice-champion du monde en 2016, période où on va dire que j'ai vécu vraiment un tournant dans ma carrière sportive qui m'a permis de me dire que je pouvais peut-être vivre de mon sport. Ça a été un cheminement assez long et complexe. On va dire que c'est paradoxal parce que certains peuvent en avoir de l'appréhension, mais quand on se relâche dans l'eau en fait, et surtout quand on est dans un environnement magnifique, moi j'ai découvert vraiment ça en Corse. Il y avait 20 mètres de visibilité, je voyais les tombants dégringoler, mais en même temps le fond avec les poissons de tous les côtés. Et c'était vraiment grisant de ne pas pouvoir descendre plus bas et de découvrir ce qu'il y avait derrière. C'est comme si on ouvrait une porte avec un nouveau monde derrière, quoi. C'est un peu Alice au pays des merveilles, quoi. C'est ça qui a fait que l'apnée pour moi a été une véritable addiction dès le départ. Et c'était frustrant parce qu'il fallait que j'attende les vacances suivantes pour pouvoir réitérer l'expérience. Et c'est un peu plus tard vraiment où moi qui avais de l'appréhension dans les lacs, j'ai commencé à plonger dans les lacs de montagne et ça m'a permis aussi de découvrir un nouvel univers qui était peu exploité au final en apnée, qui m'a permis de progresser dans une région qui à la base l'apnée n'était pas vraiment développée. Il y a deux choses qui se sont déroulées quand j'ai fait mes premières immersions. Il y a déjà cette notion d'apesanteur, d'être complètement porté dans l'eau. C'est une sensation de bien-être et de confort incroyable à décrire. Et la deuxième partie, c'est que quand on est dans l'eau, quand on est dans un environnement marin où on respire pas, ça nous oblige à être vachement concentré sur ce qui se passe. On peut pas faire autrement en fait, on est obligé d'être dans l'économie de l'effort, sinon on a envie de respirer tout de suite. Et le but c'est de faire durer le plaisir, c'est de pouvoir justement ne pas avoir envie de respirer. Et donc automatiquement on va ruser pour arriver à se relâcher, économiser son oxygène. Donc ça nous pousse à être beaucoup plus en connexion, en concentration avec son corps et à être, et paradoxalement après en surface, de pouvoir le transférer dans la vie de tous les jours. Moi qui étais très hyperactif au niveau mental, ça a été vraiment une très très belle école pour moi. Déjà, il y a des phénomènes magiques qu'on a tous, qui sont le réflexe d'immersion. Quand on est dans l'eau, en fait, le cœur ralentit automatiquement, comme tout le monde. Et après, on le développe avec le temps. Et ça nous permet en fait d'orienter tout le système sanguin dans l'organisme, de transporter l'oxygène de manière plus efficace. En fait, on a les adaptations qu'ont les mammifères marins, sauf qu'on les exploite peu, on les a jamais travaillées, ou des fois pendant des siècles et des siècles. Et en fait, elles demandent juste à être réveillées, en fait. Et paradoxalement, on progresse très très vite. On peut aller même plus loin, c'est que si on est vraiment concentré sur son corps, on peut ressentir ce phénomène physiologique qui se déroule dans notre corps. Et ça je trouve ça puissant aussi. Justement, je trouve qu'avec l'apnée, on retrouve cette dualité de performance et de connaissance de soi et de travail sur soi. Et en fait, je me suis toujours dit, mais la compétition, pourquoi la compétition si en même temps, il y a aussi une approche plus peut-être spirituelle. Mais en fait, je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette dualité pour trouver l'équilibre et apprendre à se connaître. Et en fait, le fait d'aller chercher la performance sur soi nous permet d'apprendre à mieux nous connaître et à progresser, parce qu'on va aller chercher
justement toutes les choses qui vont améliorer les performances, et généralement c'est autour de la nutrition, la respiration, la méditation. Donc c'est toutes des choses en fait qui nous servent dans la vie de tous les jours, en dehors de l'apnée. C'est une très très belle école, et en plus qui peut être partagée. C'est des expériences qui peuvent être partagées. Pour moi, la professionnalisation de l'apnée m'a permis de mettre en avant ça et de mieux le comprendre, et puis de vivre de sa passion. C'est quand même, je pense, un des plus gros cadeaux qu'on peut s'offrir, quoi. Je pense que j'ai commencé vraiment comme tout le monde, j'étais très mauvais au début en apnée. Il a fallu franchir toutes les étapes, et pour quelqu'un qui est extrêmement stressé, la compétition ça a été un carnage dès le départ. Et ça a été des années et des années de remise en question, de travail, de me dire mais qu'est-ce que je fous là? La détermination m'a permis progressivement de franchir les étapes. Donc c'est énormément de patience en fait qui nous amène à nous découvrir nous pour arriver à lâcher prise. Donc ça, en effet, ça se fait pas du jour au lendemain, ça a été très long, j'ai ramé pendant des années. Évidemment, dans l'eau, c'est là où j'arrivais le plus facilement à transférer ma progression sur la gestion de mes émotions. Et après, le faire à la terre ferme, c'est encore un autre exercice. Et je pense que la professionnalisation qui m'a permis de rencontrer les entreprises, de pouvoir faire des interventions conférences, m'a également appris à gérer mes émotions devant le public sur la terre ferme. En partant de toutes ces difficultés, il fallait quand même que j'ai des conseils ou des personnes avec qui me rapprocher pour pouvoir apprendre, continuer de progresser et comprendre comment je fonctionnais. Et j'ai fait la rencontre d'un préparateur mental, et on a travaillé pendant 10 ans ensemble. Et c'est paradoxal parce qu'on a appris beaucoup de choses sur le développement personnel, sur comment gérer ses émotions. On passe par plein d'exercices, que ce soit la méditation, la programmation neurolinguistique, enfin tout ce qu'on peut appeler dans le développement personnel. Et puis au bout de 10 ans, je regarde Loïc, mon préparateur mental, et je lui dis mais tout ça pour ça. Parce qu'au final, la conclusion c'était que c'était surtout la pleine conscience, c'est se recentrer en fait sur le toucher, la vue, l'ouïe, et que c'est des éléments en fait qui nous permettent de nous retrouver dans l'instant présent et de ne pas se projeter notre mental dans le futur. Parce que c'est la projection du mental dans le futur en fait qui va générer du stress, parce qu'on se projette dans quelque chose qu'on ne connaît pas, lié à des expériences qu'on a vécues. Je dis souvent le stress c'est une addition de nos expériences vécues et notre projection dans le futur. Et en fait, l'intuition et l'état de pleine conscience, c'est tout simplement nos expériences vécues, plus notre capacité à être dans le présent. De ressentir avec le toucher, d'observer, d'être à l'écoute, de marcher dans la nature et d'être à l'écoute. Et en fait, ça nous amène à développer tout ce qui tourne autour du développement personnel. En fait, la source, elle est simple, c'est juste de se recentrer dans l'instant présent à l'aide de nos 5 sens. À partir du moment où on a compris ça, on a accès à tout, et ça nettoie un peu le cerveau. Parce qu'on aime bien tout ce qui est mental, on aime bien accrocher de la technique, on aime bien accrocher plein d'exercices, alors qu'en fait, les choses se déroulent dans le présent. Alors évidemment, il y a des exercices qui nous permettent de nous aider. Maintenant, on a des téléphones, on peut mettre des petites sonneries de rappel pour nous faire revenir dans l'instant présent, ou couper entre 2 sessions de travail. Donc ça c'est vraiment important. Je pense que c'est ça qui a vraiment changé ma vie, c'est d'arriver à gérer ces émotions-là, et je suis encore en train de le faire en compétition grâce à ça. Alors oui et non, paradoxalement on peut dire que c'est un sport intellectuel, mais oui et non, parce que il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de physiologie. C'est un sport qui est extrêmement physique et chimique et mental. Donc ça peut faire ruminer énormément de mental. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ça a pas loupé. Vu la personne que j'étais, j'ai beaucoup mentalisé des choses, développé des croyances du coup liées à ces connaissances. Parce que plus on a de connaissances, plus on développe des croyances. C'est un paradoxe. Et au final, tout ça, on doit désapprendre. Paradoxalement, on a appris quelque chose, et il faut qu'on désapprenne. Quand on dit on désapprend, en fait, c'est juste de revenir dans l'instant présent et de vivre le truc. Et je pense que ça, finalement, c'est la partie la plus dure de ma carrière. Ça a été de désapprendre, de retrouver l'instant présent et de revenir aux choses simples. C'est un sport où on n'a pas de recul suffisant pour avoir des entraîneurs qui nous guident complètement. Ce qui fait qu'on est obligé d'être autonome, on va dire, sur les connaissances physiques d'entraînement et physiologiques pour pouvoir arriver à nous comprendre nous en fait. Donc c'est un paradoxe qui est compliqué à gérer.
Je pense que c'est un tout et c'est une notion d'équilibre. Comme l'arbre, il a les racines plantées dans la terre et il monte, on va dire, les feuilles vers le ciel. Et je pense qu'il faut les deux pour trouver l'équilibre. Il faut avoir un minimum de connaissances physiologiques pour comprendre notre corps et comment il fonctionne. Et en même temps, du lâcher prise et être beaucoup plus dans une spiritualité de pleine conscience, d'état juste de vivre dans l'instant présent. Et quand on a allié les deux, en fait, je pense que c'est extrêmement puissant. Parce que on est capable de comprendre ce qui se passe dans notre corps et tout de suite d'avoir des réponses nettes. La pleine conscience va aussi nous développer notre intuition. Et je pense que l'intuitif est prédominant et dans le sport, dans tous les sports, et en tout cas dans le nôtre, il est très très fort, pour savoir vers quoi on va s'orienter, surtout dans un sport qui n'a que 30 ans d'expérience. Au niveau médical, c'est rien du tout. En tout cas, on expérimente des choses. Moi, j'ai fait partie de la génération qui a aussi essuyé des plâtres, qui a fait beaucoup de conneries. Tout ce qu'il fallait pas faire dans l'apnée, je crois que je l'ai fait. Et tout ça nous permet de dire aussi et de transmettre à la nouvelle génération. Et après, la nouvelle génération va mieux comprendre, rebondir et faire évoluer les techniques, quoi. On a une force dans notre sport, c'est que maintenant le sport est très encadré, donc c'est un sport d'encadrement. Et l'apnée sportive en tant que telle, en fait, n'est pas dangereuse. Contrairement à l'apnée individuelle où là, certains vont chasser, les chasseurs sous-marins vont partir tout seuls. Ou, voilà, il y a pas cette prise de risque dans le sens où on est longé, on est relié à la ligne, on n'est jamais seul quand on plonge. Donc tout ça maintenant c'est structuré, il y a beaucoup de règles qui nous permettent d'éviter de faire n'importe quoi. Il y a quand même dans ces situations-là, ça m'est arrivé au bout de milliers de plongées d'avoir des événements inattendus qui sont venus à moi et qui m'ont mis en situation de stress et qui m'ont amené à être en mode survie. Je sais pas, je peux prendre plein d'exemples, mais une fois je me suis retrouvé coincé en bas avec, il y avait une chance sur 1 million que ça arrive. Et je me suis retrouvé à repartir du fond, donc j'étais en plus poumon vide en expiration passive, donc j'avais moins d'air dans les poumons, j'étais à 50 mètres. Et là je remonte et ce qui se passe c'est que la corde, la monopale glisse dans la corde, donc là c'est pas gênant avec les chaussons. Et en fait au moment où je ramène mes bras, je m'allonge avec le mousqueton et remonter le long de la ligne et c'est coincé entre les deux chaussons. Et après on se sandwich la corde. C'est le truc qui arrive jamais. Et à ce moment-là je me retrouve bloqué. Il a fallu que je déchausse au fond. Ça a été un moment de stress super important. C'est des petites choses qui nous amènent à comprendre aussi qu'il y a des stress qui sont vitales, qu'on n'arrive pas à expliquer, qui sont là justement pour nous mettre en mode survie et qui vont nous sauver la vie à un moment donné. Et il y a des stress, là je vais faire un parallèle avec le burn-out parce que j'en ai vécu un quand j'ai lancé ma première année en tant que professionnel. J'ai généré beaucoup de stress avec l'entraînement et la fatigue et j'ai été amené à vivre le début d'un burn-out. Et j'ai compris en fait que le stress chronique créait finalement plus de problèmes dans ma vie perso que le stress d'un événement inattendu. Et je pense qu'au final, le stress de survie est ultra positif et le stress, on va dire régulier, est très très mauvais. C'est ce que j'essaie de dire. L'apnée, en fait, elle est accessible à tous. Et non, on n'est pas des surhumains. On est tous plus ou moins sensibles. Moi, je l'étais beaucoup. Je subissais énormément le stress. Et il a fallu que j'apprenne sur moi et à évoluer pour pouvoir arriver à faire ce que je fais actuellement. Quand j'ai découvert l'apnée en Corse, tout le poisson que je voyais, donc ça a été ma référence, parce que c'est la première fois où je plongeais, j'ai pu voir les mérous, des bancs de barracuda, des poissons de tous les côtés. C'était vraiment un monde magique pour moi. Et paradoxalement, j'y suis revenu 10 ou 15 ans plus tard. Et là, j'ai pris une vraie claque. Je me suis dit, mais c'est dingue, il est passé où le poisson, quoi. Donc rien que là déjà on le voit. D'autres mers, j'ai pu faire des parallèles également en Égypte, à Dahab. J'y étais en 2006 ou 2007. Et j'y suis retourné du coup 10 ans plus tard et j'ai vu la dégradation du corail qui a été complètement détruit, qui était devenu blanc. Beaucoup moins d'espèces qu'avant. Les poissons qu'on croisait à l'époque avec toutes les tortues, il y en avait 3 fois ou 4 fois moins. Donc ouais, ça m'a mis un choc de prendre conscience de tout ça et la vitesse à laquelle ça se dégrade. Après des expériences, j'en ai encore d'autres. Une qui m'a vraiment marqué, c'est au Honduras. On plongeait pour aller voir des requins, puis on s'est retrouvé en fait nez à nez avec une situation que j'aime pas du tout. Ils étaient en train de faire du feeding, de nourrir des requins, et c'était plein de plongeurs qui étaient en mode théâtral,
assis au fond, bedonnant, en train de regarder un requin, et je me suis dit mais c'est quoi ça? Déjà ça c'était moche, on a l'impression qu'ils étaient au théâtre, et au moment où je remonte à la surface, je vois une énorme vague de plastique gigantesque arriver sur nous. Comment on a pu en arriver là et comment on arrive à exploiter une situation comme ça et à se déconnecter complètement en fait de la nature, de la source, de qui on était en fait avant on va dire l'évolution de cette civilisation. C'est une prise de conscience. Après, le plus dur, je dirais, c'est les actions qu'il y a derrière et qu'il faut mener. Déjà, c'est ultra paradoxal parce que les athlètes, on pollue. Déjà, ça, on va dire, c'est un fait. Hein. Je voyage peut-être pas autant que dans d'autres sports, mais je voyage. J'ai un impact carbone, j'ai un impact dans ma vie de consommation aussi, que j'essaye de diminuer. Évidemment, de changer aussi des habitudes de consommation, même si des fois c'est tentant d'aller vers la facilité. Mais je pense que le pouvoir qu'on a, les sportifs, c'est de pouvoir transmettre des images. On l'a fait avec Mathias Lopez pour sensibiliser aussi sur les lacs. On a pu filmer dans les lacs, on a pu mettre en avant la fragilité des lacs alpins, autant qu'en mer, pour sensibiliser aux déchets, avec le ramassage des déchets avec les plus jeunes. Et c'est également aussi de sensibilité surtout nos institutions et nos gouvernements, même si c'est très compliqué en ce moment. D'arriver à bousculer tout ça. Et on a le pouvoir, on a cette possibilité en tout cas d'essayer de toucher le grand public, également de pousser les plus jeunes et la nouvelle génération à changer les choses. Déjà, c'est d'éviter tout simplement la surconsommation des lieux, c'est de répartir ces zones de plongée. On n'est pas obligé de passer par des tours opérateurs, on peut le faire de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus proche, et puis d'être patient. On n'est pas là pour consommer en fait des espèces marines, pour aller les voir, pour avoir la photo Instagram. La clé, c'est de se mettre à la place à leur place. On débarque quand même chez eux, quoi. On toque à la porte. C'est leur environnement et nous on débarque avec nos gros sabots. Je pense qu'à un moment donné il faut remettre les choses à leur place, où on est nous en tant qu'humains, ce qu'on a dégradé en très peu de temps et eux où ils en sont, et de se rendre compte qu'en fait c'est à nous adapter à leur environnement et d'avoir une approche intelligente. On ne course pas les poissons, on va pas leur balancer la merde dessus, on va essayer d'orienter notre façon de faire. Je pense que c'est plus, sans donner des conseils précis, mais c'est de se renseigner et de s'adapter à eux. Des moments qui m'ont marqué, j'ai nagé avec les lions de mer, ça c'était assez fou. Ce qui me manquait c'était vraiment de nager avec les dauphins, je pense que c'est un rêve de gosse. Et je les dessinais tout le temps en non-stop quand j'étais plus jeune. D'avoir eu ce moment de partage avec eux, ça a été très fort. En plus c'est des mammifères qui ont une capacité de communication qui est juste exceptionnelle. Ils sont capables de nous scanner, de connaître nos émotions avant même qu'on réagisse, et ils sont capables de savoir s'ils peuvent jouer avec nous ou non. Et ça, j'ai trouvé ce moment-là très puissant. On est vraiment à nu devant ces animaux. On peut plus cacher les choses en fait. Et je pense que de se retrouver avec eux nous remet clairement à notre place. Je pense qu'avec l'ego surdimensionné qu'a l'humain, si l'humain pouvait avoir la chance une fois de nager avec les dauphins, dans sa vie en tout cas, ce serait une belle chose, une belle leçon. Un message qui est extrêmement puissant et qui relie tout, c'est qu'on n'a pas des fois fait le lien entre la spiritualité et l'environnement, mais pour moi c'est une seule et même chose. À partir du moment où on est en conscience, on est en pleine conscience de ce que l'on fait dans nos actions tous les jours, qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on ressent, qu'on est en contact avec la nature, on peut être beaucoup plus sensible à la protéger. En fait, le problème, c'est que pour le moment, les gens se détachent de l'environnement. Ils sont isolés, ils sont entre quatre murs de béton. On s'est complètement détaché de la nature comme si elle ne nous appartenait pas, en fait. À partir du moment où on est dans la nature et on essaye de s'en imprégner dans l'instant présent, on a envie de la protéger. Et je pense que c'est ça, c'est nous reconnecter à la nature, et nous reconnecter à nous-mêmes. Parce que sans se reconnecter à nous-mêmes, on peut pas se sensibiliser à protéger l'environnement. C'est comme dans un couple, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant d'essayer d'aimer quelqu'un d'autre. Et je pense que si l'homme arrivait à comprendre ça, en fait, ça changerait énormément de choses. Et même à nos politiques, là je le dis, apprenez à vous aimer et apprenez à aimer la nature dans laquelle vous vivez.
L'inspiration. Parce qu'au final, c'est marrant, c'est un double mot. L'inspiration, être inspiré, et en même temps, tout simplement, être dans le présent. Parce que si j'essaye d'inspirer, bah, je vais me focaliser sur mon inspiration. Parce que à partir du moment là, il n'y a plus de pensée. Bah, au moment du départ, tout simplement, il n'y a plus de pensée. Donc c'est clairement de vivre et d'être dans sa dernière inspiration.